Le voyage que je vous propose dans la géopolitique de l'Afghanistan, mais également du Pakistan, comportera 4 volets illustrés de cartes et autant que faire se peut d'illustrations et d'images des acteurs. Nous tenterons d'abord de comprendre l'héritage géopolitique que l'histoire nous lègue en Afghanistan. Nous entrerons ensuite dans le jeu géopolitique des puissances mondiales et régionales dans la crise afghane. Nous nous attarderons en 3e volet sur le fondamentalisme islamique en Afghanistan comme au Pakistan, le Pakistan, un voisin qui joue un rôle particulièrement crucial. Enfin, 4e volet, nous entrerons dans une géopolitique stupéfiante, celle de l'héroïne en Afghanistan et au Pakistan, qui achèvera de nous montrer combien le jeu afghan est un jeu de dupes, surtout pour les Occidentaux qui s'y investissent. L'État afghan se constitue en 1747, aux confins de 3 dispositifs géopolitiques, l'Empire moghol, les Khanats ouzbeks et l'Empire perse. La structure de cet État est fondée sur la domination des tribus pashtunes sur les autres ethnies, les Tadjiks, les Ouzbeks, les Baloutches, les Turkmènes, ainsi qu'une minorité montagnarde chiite, les Hazaras. Afghanistan signifie pays des Afghans. C'est un autre mot pour Pashtun. Il faut bien comprendre que pour un Tadjik d'Afghanistan, par exemple, le nom même du pays désigne celui de l'ennemi Pashtun. Difficile de construire donc une unité nationale dans ces conditions. Le royaume afghan devient, au XIXe siècle, un lieu d'affrontement majeur entre l'Empire russe et l'Empire britannique. Appelé le Grand Jeu, cet affrontement entre l'Empire de la mer et l'Empire de la terre consiste du Tibet à la mer Caspienne en une course de vitesse entre 2 poussées. La poussée russe vers l'océan Indien, l'Inde et la Chine, dite poussée vers les mers chaudes, et la poussée britannique à partir de l'Inde vers l'Est, la Birmanie, la Chine, le Tibet, le bassin du Yangtze-Kiang et surtout vers l'ouest en direction du Pakistan actuel, de l'Afghanistan, de l'Iran, vers le Caucase, la mer Noire, la Mésopotamie et le Golfe. Dans cette confrontation russo-anglaise, l'Afghanistan passe partiellement sous la tutelle britannique, laquelle a beaucoup de mal à contrôler ces fameuses tribus pashtunes. L'Angleterre, qui est soucieuse d'absorber l'Afghanistan afin d'assurer une continuité entre l'Empire des Indes et la Perse, qu'elle contrôle à moitié, doit mener 3 guerres contre des forces rebelles afghanes décidées à récupérer les régions pashtunes que la fixation de la ligne Durand en 1879 a intégrées à l'Inde anglaise, l'actuel Pakistan. En 1919, l'Afghanistan réussit, au terme de la 3e guerre anglo-afghane, à acquérir son indépendance. Pendant quelques années, le régime de Kaboul, à l'instar de l'Iran des Pahlavis ou de la Turquie kémaliste, entame la modernisation du pays, ce rapprochement alors parallèlement de Moscou. Mais cela dure peu. L'Afghanistan replonge dans l'anarchie sur fond d'archaïsmes sociaux et économiques. Après 1945, le retrait britannique de l'Inde et le début de la guerre froide font de l'Afghanistan un enjeu stratégique majeur en raison de sa frontière avec l'URSS. Le système géopolitique de l'Afghanistan est alors entièrement conditionné par la question pashtoune. D'une part, Kaboul ne parvient pas à récupérer les régions pashtounes qui sont situées à l'est de la ligne Durand au moment du départ des Anglais, elles reviennent au Pakistan. D'autre part, le Pakistan entre dans le système d'alliance occidentale destiné à ceinturer l'Union soviétique et la Chine communiste, système du CENTO et de l'OTAS. En réaction, l'Afghanistan se rapproche alors de Moscou et de New Delhi. Durant la période de la guerre froide, l'Afghanistan est soumis à la pression des 2 piliers régionaux du système américain, l'Iran et le Pakistan, ainsi qu'à celle de l'Union soviétique, toujours plus influente. Comme en témoigne le succès du Parti communiste afghan, lequel est partagé en 1967 sur une base ethnique, un parti pashtun et un parti tadjik. Le contexte d'antagonisme bipolaire et l'état d'arriération profonde dans lequel se trouve le pays vont accélérer la chute de la monarchie. Celle-ci est renversée en 1973 au profit des communistes qui parviennent alors à s'emparer du pouvoir en 1978 par un coup d'État. La mise en place d'un système socialiste dans un pays dont la structure reste profondément ethno-féodale va déclencher une guerre civile, une leçon d'ailleurs que les Occidentaux devraient tirer, eux qui prétendent transformer le pays. Déchirés par des luttes intestines opposant d'une part les Tadjiks et les Pashtuns, d'autre part diverses factions pashtunes, le pouvoir communiste est alors gravement menacé.
Pour sauver le régime allié, l'Union soviétique lance en décembre 1979 une armée de 500 000 hommes en Afghanistan. On a souvent retenu que les Américains avaient commencé à s'investir en Afghanistan après l'invasion soviétique. Les choses sont en réalité quelque peu différentes. Sous Carter, un an avant l'invasion, en 1978, le fameux Zbigniew Brzezinski avait obtenu 500 millions de dollars pour l'opération Cyclone, une opération de la CIA qui avait pour but de déstabiliser l'Union soviétique en propageant dans ces républiques soviétiques musulmanes des militants islamistes radicaux. En 1998, 20 ans plus tard, Brzezinski avoue dans une interview que la politique américaine de déstabilisation par l'islam radical avait largement contribué à pousser les soviétiques dans le piège afghan. En fait, les Américains avaient conçu dans les années 1978-79, cette politique de double containment, endiguement, de l'URSS et de l'Iran chiite islamique, car n'oublions pas la révolution chiite islamique, par le soutien d'un islam sunnite fondamentaliste, et ceci en s'appuyant sur deux pays clés, l'Arabie saoudite pour le monde arabe, le Pakistan pour l'Asie centrale. Lorsque les troupes soviétiques pénétrèrent en Afghanistan en décembre 1979, Brzezinski écrivit à son président qu'il tenait enfin l'occasion de placer l'URSS dans sa guerre du Vietnam. Le 3 juillet 1979 précisément, la veille de l'Independence Day, le président Carter signa les premiers ordres de soutien secret à l'opposition afghane au régime pro-soviétique de Kaboul. Les choses s'accélèrent alors sous Reagan, qui s'allie avec le général Zia, homme fort du Pakistan. En 1981, Reagan décide une aide de 3 milliards de dollars au Pakistan, y compris les derniers chasseurs F-16. Il faut bien comprendre que l'arrivée de Reagan au pouvoir va correspondre au déclenchement par les États-Unis d'une guerre secrète totale contre les soviétiques. Tout ce qui est anti-soviétique est financé et appuyé par Washington. Peu importe l'idéologie, peu importe les moyens de financement, une vaste stratégie de subversion qui mettra l'URSS à genoux en 10 ans. Par la politique du prix du pétrole bas, alors que le pétrole est la principale rente du régime soviétique, par l'Afghanistan, par l'Amérique latine, par l'action du Vatican en Pologne, par le bouclier antimissile Star Wars, et tant d'autres actions qui vont miner un système lui-même fatigué qui a tant fait souffrir le peuple russe. Avec l'aide de la CIA, l'ISI, l'Inter-Service Intelligence, les services secrets pakistanais, deviennent très puissants. Washington met le paquet pour passer à une guerre de haute intensité contre les soviétiques. Les missiles Stinger affluent qui feront tant de mal aux soviétiques. C'est l'origine de l'essor du fondamentalisme sunnite, c'est aussi l'origine de l'explosion du marché de l'héroïne. Car la drogue va devenir, avec l'appui de la CIA, le principal moyen de financement de la guérilla afghane choisie et pilotée par l'ISI, devenu le sous-traitant à la frontière afghano-pakistanaise, dans les zones tribales déjà, des opérations voulues par la CIA. Confrontés à de redoutables guerriers, qui sont équipés d'armements de plus en plus sophistiqués, l'armée soviétique ne parvient pas à réduire la rébellion afghane, qui est soutenue activement par le Pakistan et par les États-Unis. Cette guerre, on parla alors d'un Vietnam russe, provoque la mort de plus d'1 million d'Afghans, de dizaines de milliers de soldats soviétiques et l'émigration de millions de réfugiés afghans au Pakistan et en Iran. 10 ans plus tard, en 1989, l'armée soviétique évacue l'Afghanistan. Puis le régime communiste parvient à se maintenir jusqu'en 1992, c'est-à-dire très peu, et l'histoire recommence. La fin du communisme en Afghanistan a comme corollaire la formation d'une coalition anti-Pashtun qui rassemble des résistants ouzbeks, des Tadjiks, des Hazaras chiites, des Ismaéliens aussi, lesquels, ces ethnies, prennent la direction politique du pays. Le front anti-Pashtun fait long feu. Il est remplacé par une coalition anti-Tadjik contre Rabbani et Massoud, deux anciens chefs de la résistance anti-soviétique, nés de la défection du général ouzbek Dostom, qui craint autant l'hégémonie des Tadjiks que celle des Pashtuns. À partir de 1994, les talibans apparaissent sur la scène afghane. Pour l'essentiel, ces talibans sont issus du clan Durrani, ces Pashtuns formés dans des écoles coraniques déobandis,
Nous reviendrons sur ces madrasas, ces écoles coraniques déobandis, lorsque nous entrerons un peu plus en détail dans l'islam afghano-pakistanais. Donc les appuis. Les appuis, ce sont la mafia des transporteurs routiers, soucieux de sécuriser la circulation entre le Turkménistan et le Pakistan, les services secrets pakistanais, les fameux ISI, dont on parle beaucoup, les grands groupes pétroliers, l'américain Unocal et le saoudien Delta Oil, qui veulent désenclaver le pétrole et le gaz turkmène par l'Afghanistan puis le Pakistan. Pour les Américains, compte tenu des rivaux stratégiques russes, iraniens et chinois, les richesses en hydrocarbures de l'Asie centrale ne peuvent en effet que sortir vers l'ouest par la Géorgie et vers l'est par l'Afghanistan. Sous l'ère Clinton, la compagnie Unocal, associée à des intérêts saoudiens, va projeter de construire un gazoduc qui transportera le gaz turkmène à travers l'Afghanistan, puis le Pakistan, jusqu'à l'océan Indien. Mais les seigneurs de guerre, qui contrôlent chacun, ces seigneurs de guerre issus de différentes ethnies, qui contrôlent chacun une portion de territoire, font du chantage. Il faut payer une dîme, une taxe sur le transit, sinon le gaz ne passera pas. La compagnie décide alors, avec le soutien de la CIA et de l'ISI, le service secret pakistanais, de soutenir une solution politique qui dépasse les clivages communautaires, une solution transcommunautaire, celle justement des fondamentalistes les plus radicaux. Et ce sont donc les talibans qui vont être soutenus et qui vont s'emparer du pouvoir en 1997. Mais à la fin de décembre 1998, après un an de coopération intense, il faut le rappeler, Unocal, la compagnie américaine, et les talibans ne s'entendent plus. Le Send Gaz Project s'est arrêté. L'alliance entre Oussama Ben Laden et le Mollah Omar semble devenue incontrôlable. Les Chinois s'y développent et l'Amérique s'inquiète. Tout redevient possible pourtant pour les Américains en 2001. Le 9 septembre, 2 jours avant le 11 septembre 2001 donc. Le 9 septembre, sans doute le seul chef de guerre incontrôlable pour l'Occident, Massoud, meurt assassiné. Le 11 septembre, les tours jumelles de New York s'effondrent. Les Américains peuvent désormais défaire ce qu'ils ont fait, les talibans et leur allié Ben Laden. L'opération Liberté immuable, lancée le 7 octobre 2001 avec un mandat de l'ONU, car l'Amérique a pu invoquer clairement la légitime défense, cette opération va permettre une nouvelle fois, 10 ans après la première guerre du Golfe, de coaliser les alliés occidentaux. Le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, la France et avec eux au total une trentaine de pays font front autour de Washington. En 5 semaines, par la combinaison de puissants bombardements, la projection de puissance navale et aérienne des États-Unis et du Royaume-Uni, et de l'action intérieure, les forces spéciales occidentales et quelques 20 000 Tadjiks et Ouzbeks de l'Alliance du Nord balaient le régime des talibans. Un régime qui ne s'était pas contenté de s'attaquer fortement aux femmes, mais qui était aussi parvenu à détruire les merveilleux Bouddhas de Bamiyan. On se souvient de cette destruction terrible. Ces Bouddhas de Bamiyan qui avaient résisté à plus de 16 siècles de guerre, pour ceux qui se souviennent des fameuses croisières jaunes et des films qui avaient été réalisés. Le 11 août 2003, l'OTAN prend le commandement de la Force internationale d'assistance et de sécurité qui comprend 37 pays contributeurs. Depuis cette date, l'OTAN n'a jamais véritablement réussi à maîtriser la situation du pays. La question qui se pose est pourquoi ? Évidemment, comme nous allons le voir, il n'y a pas de cause unique. Nous avons affaire à un système géopolitique complexe, dans lequel il faut maintenant entrer en profondeur.